Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le sommet de l'Union africaine s'est achevé ce vendredi à Malabo, en Guinée équatoriale, l'occasion de faire le bilan des compétences de l'organisation continentale. Et ce sommet a été l'occasion d'évoquer communément les zones de conflit sur le continent et une menace pèse sur l'Afrique de l'Ouest. Boko Haram, les autorités sont déterminées à y mettre fin. Et actualité oblige, on parlera Coupe du Monde à la fin de ce journal avec Jean-Célestin et Djangué. Comme annoncé en titre, le 23e sommet annuel de l'Union africaine s'est clôturé ce vendredi à Malabo, en Guinée équatoriale, l'occasion de mesurer l'évolution qu'a connue l'organisation continentale jusqu'à être en mesure aujourd'hui de répondre aux situations de crise. Un sujet de Charles de Jouvenel et Fanny Mounichi. Le 23e sommet annuel de l'Union africaine s'est clôturé ce vendredi à Malabo, en Guinée équatoriale. L'émergence du continent à l'horizon 2063 était au centre des discussions. Pour atteindre cet objectif, le renforcement des capacités de l'Union africaine est nécessaire. L'organisation continentale tient en effet un rôle central dans la pacification et l'intégration du continent. De fait, l'Union africaine semble depuis sa création en 2002 prendre une place de plus en plus importante dans la résolution des conflits et la lutte contre l'insécurité notamment. Ainsi, le Conseil de paix et de sécurité, créé il y a plus de 10 ans et basé sur le modèle du Conseil de sécurité des Nations Unies, offre la possibilité à l'Union africaine d'agir rapidement avant même de solliciter les instances internationales. Ce qui m'a frappé pour moi ici dans ce sommet, c'est la prise de conscience des Africains que la résolution des conflits, c'est eux. De même, la mise en place de la force africaine en attente, par exemple, ou les débats organisés par l'Union africaine autour de la capacité africaine de réaction immédiate aux crises, traduit une certaine volonté des dirigeants à prendre en main la résolution des conflits sur le continent. De nombreux exemples illustrent cet engagement à tenir son propre leadership. Prenez l'exemple du Mali. Les premiers à intervenir ont été les troupes de la CEDEAO. Et puis, les Nations Unies ont pris le relais. La même chose est en train de se passer en République centrafricaine. Depuis le mois de janvier, les troupes africaines sont à l'œuvre. Les Nations Unies ont décidé d'intervenir, mais cela ne pourra être possible qu'à partir du mois de septembre. Tous ces éléments prouvent que l'Union africaine renforce de plus en plus ses capacités à faire face aux défis sécuritaires du continent. Reste à mutualiser davantage les moyens pour doter la force africaine en attente d'une réelle capacité opérationnelle. Et ce 23e sommet outre l'agriculture a donc été l'occasion, comme nous venons de voir, pour les participants d'aborder la situation sécuritaire dans plusieurs zones du continent, parmi elles l'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria est en effet exposé à une menace grandissante, Boko Haram, une menace continentale pour de nombreux chefs d'État présents à ce sommet. Le point tout de suite avec Karine Loubanzatio. Avec l'agriculture, l'insécurité a été l'autre axe majeur du sommet de l'Union africaine de Malabo. Achevé ce vendredi 27 juin, par le biais de ces deux problématiques, les chefs d'État ont renouvelé pendant ces concertations leur engagement de passer de la rhétorique à l'action. Aussi, la multiplication des attaques djihadistes, notamment au Cameroun, a relancé le projet de création d'une force africaine mobilisable rapidement. Le pays est bien placé pour évaluer l'ampleur du danger. Menacé à l'ouest par les incursions de Boko Haram et à l'est par les répercussions des événements de RCA, il se trouve aujourd'hui en première ligne. Une capacité africaine de réponse immédiate aux crises, cette force africaine mobilisable rapidement et basée sur le volontariat avait été annoncée l'année dernière par la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, en réaction à la crise malienne. Sa mise en place aujourd'hui est de plus en plus évidente, comme le précise le président du Cameroun, Paul Biya. Nous sommes bien entendu déterminés à nous défendre. Mais je voudrais souligner à l'intention des pays frères que la distance n'est pas une garantie d'invulnérabilité face à un tel adversaire. C'est pourquoi je pense que ce qui se passe encore au Mali, au nord du Nigeria et au Kenya nous concerne tous. Il n'est que temps de faire barrage à l'avancée de ces nouveaux envahisseurs.
Un impératif sécuritaire poussé par l'actualité. Une dizaine d'États africains, à l'instar du Mali, du Niger, du Sénégal et du Tchad, se préparent aujourd'hui à relancer ce projet en attendant la mise en place de la force africaine programmée d'ici à la fin 2015. Dans le reste de l'actualité, ce jeudi, la loi portant statut des rois et chefs traditionnels a été adoptée par le Parlement ivoirien, un texte qui reconnaît un cadre légal aux rois et aux chefs traditionnels qui jouent un rôle important dans la société ivoirienne. À noter que ce projet prévoit notamment 2 organes que sont l'Assemblée générale des rois et chefs traditionnels, mais aussi la Chambre nationale qui leur est consacrée. Et du sport, bien évidemment, avec la Coupe du monde de football qui se poursuit et le début des 8e de finale qui débute ce samedi. Focus tout de suite sur les équipes européennes. Quelles sont leurs qualités? Sur quels joueurs s'appuient-elles pour battre leurs adversaires? Élément de réponse avec ce sujet de Karine Loubansatur. Ce sont les Pays-Bas, la Grèce, la France, la Suisse, l'Allemagne et la Belgique, les 6 équipes du vieux continent aux caractéristiques différentes et parfois inattendues qui se retrouvent en 8e de finale du Mondial 2014 au Brésil. Des portes bien ouvertes pour les Oranges, élèves modèles de la compétition, réalisant un carton plein dans ce groupe B où on ne donnait pas cher de leur peau. Les coéquipiers de Robin van Persie possèdent une attaque dévastatrice. Une seule statistique suffit à résumer la puissance des Pays-Bas. 3 matchs joués, 10 buts marqués, compensant une faiblesse défensive. Les Néerlandais affronteront le Mexique ce dimanche. Autour de la Grèce, c'est la première fois qu'elle parvient à se sortir des poules. Les Hellènes du groupe C se sont révélés être de fins tacticiens malgré une attaque somme toute stérile. Peu d'occasions franches et leur buteur Samaras peu inspiré. Ils retrouveront le Costa Rica ce dimanche. La France de Didier Deschamps qui affrontera le Nigeria le 30 juin possède de solides atouts à l'image de son potentiel offensif. Entre Benzema, Valbuena, Griezmann ou Giroud, la France en tête du classement du groupe E ne manque pas d'artisans pour faire dynamiter les défenses adverses. Néanmoins, l'inexpérience de certains bleus dans les compétitions internationales pourrait leur jouer des tours. La Suisse, 2e du groupe E, a pour point fort sa qualité de jeu. Conduite par Inler ou Shaqiri, les Rougets ont développé un jeu fluide malgré les errements défensifs. Ils retrouveront les Argentins le 1er juillet. Autour de la Grande Allemagne portée par un immense Thomas Müller, les Allemands ont logiquement conclu cette phase de poule invaincue. Bien que carrés, sérieux et efficaces, les joueurs de la Mannschaft ne sont pas imprenables à cause de quelques failles défensives. Ils feront face à l'Algérie le 30 juin. Enfin, les Diables Rouges belges ont montré leur solidité grâce à Courtois ou Van Buiten et n'ont concédé qu'un seul but en 3 rencontres. Mais les outsiders pour le titre du groupe H manquent cruellement de précision. Ils retrouveront les États-Unis le 1er juillet, tous pour une chance unique en quart de finale. Et nous venons de le voir, début des 8e de finale de la Coupe du monde de football au Brésil. À l'affiche de ce jour, 2 matchs, Brésil-Chili et Colombie-Uruguay. Nous recevons pour en parler Jean Célestin. Bienvenue, Jean Célestin. Merci de me recevoir, Amira. Alors, et on peut le dire, Jean Célestin, les choses sérieuses commencent ce samedi. Effectivement, les choses sérieuses commencent avec 2 premiers 8e de finale, on va dire 5% sud-américaine. D'abord, le Brésil de Neymar qui va recevoir le Chili de Alexis Sanchez. Ça se passera à Belo Horizonte. C'est vrai que les Brésiliens pourraient dire qu'ils n'ont pas grand-chose à craindre puisque en 26 rencontres contre le Chili, le Brésil n'a pratiquement jamais perdu sur son sol face à cette équipe chilienne. Mais sait-on jamais avec ces 8e de finale qui se jouent match à élimination directe. On écoute à ce propos Lili Suarez qui est journaliste brésilienne. On attend beaucoup de l'équipe brésilienne. On n'a pas encore, pas du tout, on n'a pas montré ce qu'on pourrait faire vraiment sur le terrain. Par rapport au milieu du terrain, il manque quelqu'un. Maintenant, on aura Fernandinho qui peut vraiment faire la différence. On a vu contre le match, contre le Cameroun. Alors, on attend que ça change, qu'on puisse montrer plus de volonté et que l'équipe brésilienne, surtout, on ne soit pas trop dépendant de Neymar, parce qu'on a d'autres joueurs. Et je suis sûre qu'on peut passer le Chili avec un beau match, un beau football.
Et Jean Célestin, deuxième match de ces huitièmes de finale ce samedi, Colombie-Uruguay. Eh bien, ça c'est un match aussi qui vaudra son détour, c'est du côté de Rio de Janeiro. Et là, les pauvres Uruguayens qui vont se présenter, eux, sans Luis Suarez, qui est quand même était considéré comme leur meilleur attaquant jusqu'à présent, parce que, vous savez, il a mordu un joueur italien et il a été lourdement sanctionné. Il a pris 9 matchs quand même de suspension et ça risque d'être peut-être quelque chose qui va porter préjudice à cette équipe uruguayenne. On écoute à ce propos là aussi Lili Suarez, qui est toujours journaliste brésilienne. Franchement, on parle beaucoup de la Colombie, mais je ne sais pas. Je sais que Uruguay aussi, c'est une bonne équipe. C'est vrai que sans Suarez, c'est difficile. Ils ont perdu vraiment un bon joueur, une bonne référence sur le terrain. Il faut attendre pour voir ce que le coach d'Uruguay va faire. Mais c'est vrai que la Colombie, elle montre un bon match, un bon jeu et beaucoup de volonté. Et surtout, parce que c'est la Coupe du Monde en Amérique du Sud. Alors, on va voir. Je crois que c'est vraiment équilibré et il faut attendre. Mais Amira, on pourra aussi ajouter que dans cette confrontation 100% sud-américaine, malheur au vaincu, et pourtant, il y aura forcément un vaincu. Eh oui, forcément, JC, c'est le jeu. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.